Bonjour, vous regardez Période d'essai, l'émission qui donne la parole à celles et ceux qui écrivent le monde du travail. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Thomas Coutreau, qui représentera le collectif Atelier Travail et Démocratie. Ils sont co-auteurs et autrices du Manifeste pour une démocratie du travail. C'est disponible aux éditions La Dispute. Thomas, bonjour. Bonjour. Avant d'entrer dans le manifeste lui-même, est-ce que vous pouvez nous présenter donc, le collectif dont vous faites partie, les Ateliers Travail et Démocratie, qu'il compose et qu'est-ce qui vous a amené à rédiger ce manifeste? Alors ça fait déjà 5 ou 6 ans qu'on s'est réunis un certain nombre de chercheurs, syndicalistes, professionnels de la santé au travail ou membres de coopératives qui visent à transformer le travail et à le démocratiser, avec cette idée que dans le débat public, dans le débat politique, la question de l'emploi est présente, la question de la durée du travail, des salaires est très présente, mais la question du travail lui-même, qu'est-ce qu'on fait dans son travail, comment on travaille, pourquoi on travaille, cette question-là n'est pas traitée comme si c'était une question politique, alors que selon nous, c'en est une très importante. Et donc on a décidé de se regrouper pour essayer de mettre dans le débat public cette question du travail comme une question politique. Alors, et la question va faire le lien, pourquoi avoir choisi la forme du manifeste? Justement pour affirmer notre position, qui est une position politique, donc un manifeste, ça sert à ça. C'est une position politique non pas dans le champ politicien, on n'est pas du tout engagé dans la compétition pour le pouvoir institutionnel, mais dans le champ des idées, oui, on essaie de mener une bataille dans le champ des idées pour convaincre les personnalités politiques, les partis, les institutions, mais aussi les syndicalistes, mais aussi le monde associatif, mais aussi le monde de la coopération, de l'économie sociale et solidaire, que cette question du travail, c'est une question politique et c'est une question de démocratie. Notre thèse essentielle, c'est que en laissant dépérir la démocratie dans le travail, qui était embryonnaire, mais qui a reculé considérablement dans les 20 dernières années, en laissant dépérir ce qu'il y avait d'espace démocratique dans le travail, on a aussi contribué au dépérissement et à la crise de la démocratie dans la cité. Donc finalement que ça se répercute sur la société dans son ensemble. Quand vous parlez de démocratie du travail, de quoi est-ce qu'il s'agit exactement? Alors, l'entreprise ou l'administration, a priori, n'est pas un lieu d'exercice de la démocratie, puisqu'il y a une séparation stricte entre la cité, où les décisions sont prises par le vote et par une personne égale une voix, et puis l'entreprise ou l'administration, où il y a une hiérarchie qui donne des ordres, et des salariés ou des fonctionnaires qui sont supposés exécuter les consignes. Donc la démocratie n'est pas le principe qui régit la vie d'entreprise, la vie économique en général. Et pourtant, quand on franchit la porte de l'entreprise, on n'en cesse pas pour autant d'être un citoyen qui aspire à décider des choses importantes qui concernent sa vie. Or, parmi les choses importantes qui concernent notre vie, évidemment, il y a la question de comment et pourquoi on travaille, puisqu'on y passe quand même une bonne partie de sa vie éveillée dans le travail, en tout cas quand on est en activité. Sans même parler des autres formes de travail non professionnel, le travail bénévole, travail associatif, travail domestique. Bon, on s'étend assez peu sur ces formes de travail dans le manifeste, mais il faudrait aussi pouvoir les considérer comme des questions politiques à part entière. En tout cas, voilà, notre thèse fondamentale, c'est que le travail, c'est pas parce qu'il est régi par le lien de subordination et la hiérarchie, qu'il cesse pour autant d'être un lieu où s'expriment des aspirations à décider soi-même de ce qui est important pour nous, et donc des aspirations démocratiques. Et en tant que tel, il doit être traité de façon à satisfaire cette aspiration, et donc ça amène effectivement à poser, à contester les rapports politiques qui s'exercent aujourd'hui dans l'entreprise, qui sont des rapports de subordination, d'obéissance, des rapports non démocratiques. Alors, vous avez parlé d'une existence un peu embryonnaire. Est-ce qu'on peut revenir rapidement sur l'historique de la démocratie du travail en France? Alors, si vous voulez, il y a un certain nombre de conquêtes sociales. Le droit social a limité le pouvoir unilatéral de l'employeur, a limité les possibilités pour l'employeur de faire n'importe quoi aux salariés. Donc, le droit du travail et les contrats de travail encadrent le pouvoir hiérarchique.
il y a des représentants élus du personnel. On peut élire des représentants, en tout cas dans des entreprises de taille suffisante. Et quand la direction de l'entreprise ne manœuvre pas pour s'y opposer, ce qui est malheureusement est souvent le cas, donc on peut élire des représentants qui vont négocier pour le compte. Donc voilà, toute cette ce qu'on appelle la démocratie sociale et le droit du travail sont déjà des embryons qui permettent de démocratie, qui permettent dans une certaine mesure aux salariés d'être entendus. Mais dans l'immense majorité des cas, ces mécanismes de démocratie sociale ne concernent pas, ne touchent pas ce qui est pourtant au cœur de la vie dans l'entreprise, c'est le travail lui-même, l'organisation du travail, les finalités du travail, la manière et le pourquoi dont on travaille. Or, ça, c'est uniquement la prérogative de l'employeur jusqu'à aujourd'hui. Et donc, c'est ça qui, selon nous, pose un problème majeur, puisque dans la façon dont on travaille, les finalités du travail, se déterminent toute une série de choses extrêmement importantes pour les personnes, qui sont leur santé. Alors bien sûr, il y a une négociation sur les conditions de travail, mais les conditions de travail, c'est très différent de l'organisation et de la finalité du travail. On peut faire un travail parfaitement absurde, répétitif, inutile, ou voire dégradant, tout en ayant des conditions de travail correctes, décentes. Mais pour autant, on va quand même tomber malade si on fait un travail qu'on sent comme inutile, dégradant, anti-éthique, qui consiste par exemple à mentir aux clients, à leur fournir des informations, à leur vendre des produits dont ils n'ont pas besoin, à masquer des faux ou des vices de fabrication, à faire de l'obsolescence programmée. Quand on fait dans la recherche, par exemple, quand on est dans la recherche et développement, on est souvent amené à inventer de nouveaux produits et puis à faire en sorte qu'ils se dégradent assez vite pour que les consommateurs soient obligés de les renouveler. Bon, tout ça pose des problématiques aux personnes qui travaillent, mais qui ne sont absolument pas discutés politiquement, alors que ce sont des problèmes politiques. Mais alors justement, qu'est-ce qui explique que cette dimension politique du travail, elle a été progressivement reléguée au second plan ? Alors c'est pas progressivement, c'est dès, on va dire, dès le début du XXe siècle où le moment, si vous voulez, où les modes d'organisation industriels modernes du travail se sont imposés, que le taylorisme, le fordisme, le travail répétitif, le travail à la chaîne, le principe de la hiérarchie comme principe unique d'organisation du travail, parce qu'avant on avait des ouvriers de métier qui disposaient d'une certaine latitude, qui parfois même organisaient eux-mêmes leur travail, ce qu'on appelait le travail en commandite, où les ouvriers, le patron passait une commande et les ouvriers s'organisaient comme ils voulaient pour répondre à la commande. Tout ça a disparu au début du XXe siècle et on a généralisé dans l'ensemble des entreprises et des administrations un commandement hiérarchique, vertical, un pouvoir unilatéral de l'employeur de déterminer les faits et gestes de leurs salariés. Il y a un extrait de l'ouvrage que je me permets de lire. Cette source d'énergie démocratique, la droite la rejette, préférant prôner la soi-disant valeur travail, glorification du travail pénible et aliéné. Mais la gauche l'ignore également, le plus souvent absorbée par les grands enjeux économiques, salaire, emploi, durée du travail, et oublieuse de la vie quotidienne au travail. Alors, qu'est-ce qu'il en est de cette réflexion dans les partis politiques ? Est-ce que vous observez ? La dernière fois qu'un parti politique s'est intéressé à la question du travail, de ce qu'on fait dans le travail, et à la possibilité pour les salariés de donner leur avis sur ce qu'ils font dans leur travail et pourquoi ils le font, ça remonte à plus de 50 ans. C'était les lois Auroux, en 1982. Le Parti socialiste donc, venait d'arriver au pouvoir et a passé une loi sous la pression d'ailleurs de la CFDT, qui à l'époque était sur une orientation autogestionnaire. Et donc il y a eu le droit d'expression qui a été instauré dans les entreprises en 1982, qui prévoyait que régulièrement les salariés pouvaient se réunir sur leur temps de travail et discuter des conditions de travail, de l'organisation du travail entre eux et éventuellement avec leur hiérarchie. Donc c'était l'idée que Jean Auroux disait: la démocratie ne peut pas rester à la porte de l'entreprise. Cette loi a été une avancée intéressante. Malheureusement, elle est très vite devenue obsolète pour plusieurs raisons, mais d'abord parce que les employeurs y étaient formellement opposés, ça leur a été imposé par le gouvernement de gauche de l'époque, et puis même les syndicats n'étaient pas très chauds pour la plupart, à part la CFDT.
Ils avaient peur de se faire entraîner dans la cogestion, de devenir responsable des décisions de l'employeur, même quand ça pouvait mener à des problèmes de santé. Bon. Et puis aussi, la loi prévoyait que c'était, en gros, c'était les employeurs qui organisaient le droit d'expression. Donc ça se faisait sous présence, par l'animation de la hiérarchie, et donc ça rendait très difficile l'expression libre des salariés sur leur travail. Donc cette loi est très vite tombée en désuétude, mais depuis, on peut dire que plus personne dans les partis politiques, que ce soit de droite, c'est pas tellement étonnant, mais de gauche aussi, ne s'est intéressé à cette question de la possibilité pour les salariés de s'exprimer et de décider ce qui concerne l'organisation de leur propre travail. Et alors, à l'approche de l'élection présidentielle, on parle beaucoup de pouvoir d'achat, d'emploi, de retraite, aussi de réindustrialisation. Qu'est-ce qu'il en est de la question de la démocratie du travail? Est-ce que vous voyez, ça et là, germer des discours en faveur de plus de démocratie du travail? Alors, nous essayons d'imposer ce thème dans le débat public, dans le débat de la présidentielle. Nous avons par exemple réuni quelques dirigeants politiques il y a une quinzaine de jours à Sciences Po pour leur poser des questions sur la démocratie du travail, la façon dont ils et elles voyaient. Il y avait notamment Marine Tondelier, François Ruffin, Clémentine Autain, Olivier Faure, voilà. Alors ce qu'on a constaté, c'est qu'ils étaient intéressés à l'idée de réfléchir à la question du travail, de l'expression et de la décision des salariés sur leur travail quotidien, mais qui n'avaient visiblement pas les outils encore pour le penser. Ils n'avaient pas suffisamment travaillé ces questions-là. Donc on a bien compris on a senti qu'il y avait un intérêt, mais on voit bien aujourd'hui dans les programmes des partis politiques, ça n'existe pas. La question du travail n'existe pas. Vous avez des choses sur les salaires, sur l'emploi, sur la durée du travail. Vous avez même des choses sur la possibilité pour les salariés d'élire des représentants au conseil d'administration. Par exemple, le Parti socialiste maintenant propose 50% d'élus des salariés dans les conseils d'administration. Ça s'appelle la codétermination, par exemple en Allemagne. C'est très bien, mais ça ne change pas grand-chose à la façon dont, au quotidien, dans les ateliers, les bureaux, les services, est organisé le travail. Ça va élire des délégués à un niveau de la direction, très loin du travail réel. C'est intéressant, mais ça ne va pas changer suffisamment la manière dont les gens travaillent. Or, les personnes aspirent à pouvoir, et souffrent beaucoup de ne pas pouvoir dire... Alors, c'est là qu'il y a vraiment un point qui est très important et qu'on a du mal à faire comprendre, c'est qu'on a souvent l'impression que les managers et les dirigeants le croient eux-mêmes et s'emploient à renforcer cette croyance que le travail, ça consiste simplement à exécuter les ordres. Si on se contente d'exécuter les ordres sont bien conçus, et si on se contente d'exécuter les ordres et d'atteindre les objectifs qui nous sont fixés, tout va bien aller, et il n'y a pas besoin de se préoccuper davantage. Or, la réalité, ce que montrent les sciences du travail, l'ergonomie, la sociologie du travail, la psychologie du travail, c'est que c'est tout à fait faux. En réalité, les salariés ne se contentent jamais de faire ce qu'on leur a demandé de faire. Ils sont toujours obligés, pour faire correctement leur travail, d'inventer, d'improviser, d'innover, de bricoler, tout simplement parce que la réalité ne correspond jamais exactement à ce qui a été anticipé dans les consignes, dans les procédures, et par les ingénieurs ou les concepteurs du travail, les conseillers en organisation du travail. De plus en plus, l'organisation du travail, elle est décidée par des cabinets de consultants, des grands cabinets de consultants comme KPMG, Gemini, etc., qui sont très très éloignés du travail réel, qui ont des idées très générales sur la manière dont doit fonctionner une entreprise, qui ont des PowerPoint très séduisants pour savoir comment il faut organiser le travail. Ils vendent ces solutions aux entreprises, mais en fait, ils ne connaissent pas le travail réel. C'est Marianne Dujarrier, une collègue sociologue, les appelle les planeurs. Hein. C'est à la fois ceux qui planifient le travail, mais qui aussi planent très loin au-dessus du travail réel. Vous avez parlé de la quête de sens. On entend beaucoup que ce sont les jeunes générations qui sont très attachées à cette question du sens au travail. Est-ce que c'est ce que vous constatez, ou alors ça concerne l'ensemble de la société? Alors non, ce n'est pas une question générationnelle. Hein. La quête de sens au travail est répandue pour toutes les générations, et aussi, ce qui est encore plus surprenant pour un certain nombre de gens,
ça concerne l'ensemble des métiers, quel que soit le niveau de qualification. Alors, si vous êtes ouvrier à la chaîne, vous trouvez moins de sens à votre travail, c'est sûr, parce que vous avez un travail qui est beaucoup plus contraint, où en général, vous ne connaissez pas les destinataires, les clients que votre travail va satisfaire. Donc, vous trouvez moins de sens à votre travail. Mais par contre, vous y trouvez quand même du sens, par exemple, dans le fait de pouvoir déployer des gestes professionnels, de pouvoir bien faire son travail, quand même se sentir partie d'un tout qui va satisfaire des besoins. Donc, les observations montrent que même dans les travaux considérés comme aliénés, pénibles, les gens trouvent quand même du sens. Le problème, c'est qu'ils en trouvent de moins en moins. Et alors, ce qu'on observe à cause de ce cadrage de plus en plus étroit de leurs gestes professionnels par les consignes, les procédures et le contrôle électronique. Mais dans les données statistiques que nous avons mobilisées, nous constatons que dans ces métiers où le sens est entravé, quand il disparaît, c'est-à-dire quand il y a une perte de sens du travail, malgré le fait qu'il n'était pas très élevé au départ, ça a un effet tout aussi négatif sur la santé des gens. Ils tombent en dépression tout aussi souvent que des cadres qui, a priori, trouvaient plus de sens à leur travail au départ, mais qui, quand ils connaissent une perte de sens, tombent malades. Et en fait, l'impact de la perte de sens sur la santé est de la même intensité à tous les niveaux de la hiérarchie sociale. Donc ça, c'est vraiment très important de comprendre que l'aspiration à avoir du sens dans son travail et à pouvoir être acteur de son travail, elle ne concerne pas que les privilégiés, les plus diplômés. Elle est généralisée dans la population active. Alors, vous montrez que les salariés disposent souvent d'une connaissance très concrète de leur travail réel, connaissance que les directions ne voient pas. On a récemment connu une crise sanitaire, vous avez parlé de l'émergence de l'intelligence artificielle, il y a aussi la question écologique qui devient de plus en plus omniprésente. Est-ce que ce n'était pas des terrains favorables à l'émergence finalement d'une demande de plus de démocratie du travail? Or, on n'a pas l'impression que ça s'est manifesté, mais comment est-ce que vous avez vu ces différentes évolutions? Dans la crise sanitaire, on a observé quelque chose d'assez frappant, c'est que dans les premiers temps, au moment des premiers confinements, les hiérarchies, les responsables hiérarchiques restaient en télétravail le plus souvent, et les équipes qui étaient obligées d'aller à l'hôpital ou à l'usine, sur le terrain, étaient amenées à s'organiser elles-mêmes dans des circonstances nouvelles, avec des consignes évidemment d'hygiène et sécurité renouvelées, mais surtout avec des modes d'organisation complètement nouveaux, imprévus. Et donc, beaucoup de salariés interrogés pendant et après le confinement nous ont dit, comme dans les enquêtes, enfin, on a pu travailler correctement. Enfin, on n'avait plus la hiérarchie sur le dos qui nous disait sans arrêt ce qu'il fallait faire, et on a pu faire notre métier. En particulier à l'hôpital. C'était très clair à l'hôpital, où les soignants parlaient d'une période enchantée. C'est paradoxal, puisque c'était vraiment quand même très difficile, avec une tension extrême, des morts. Mais du point de vue du travail, de la qualité du travail, de la possibilité de se reconnaître dans ce qu'on fait, ils ont vécu ce qu'ils appellent une période enchantée. Très rapidement, après les confinements, l'organisation du travail classique est revenue en force, et cette période a été effacée très vite. D'ailleurs, aujourd'hui, on voit beaucoup d'employeurs qui souhaitent même revenir sur le télétravail, parce que malgré tout, ça a été une concession. Alors, le télétravail, ce n'est pas une grande liberté dans l'organisation du travail, mais en tout cas, c'est une petite soupape qui permet de s'éloigner un peu de la hiérarchie, de la pression, et de souffler. Et ça, visiblement, alors que les études montrent que c'est bon pour la productivité, économiquement, c'est favorable, le télétravail, à dose modérée, bien sûr, mais eh bien, beaucoup d'entreprises, non pas par souci de rentabilité économique ou d'efficacité, mais par peur de perdre le contrôle sur les salariés, vont exiger qu'ils reviennent tous au travail 5 jours sur 5. Ce qui n'a pas de sens, ni du point de vue de l'efficacité du travail, ni du point de vue de la santé, ni du point de vue de la qualité de vie des salariés. C'est véritablement une crainte de perdre le pouvoir sur les salariés.
Alors, je reviens sur ce dernier point parce que c'est une idée qui traverse tout l'ouvrage, hein. La démocratie du travail, ça ne serait pas seulement une question de justice, et ça, vous le montrez bien dans l'ouvrage, mais aussi une question d'efficacité. Comment on peut expliquer, il y a cette volonté de contrôle, mais comment on peut expliquer que l'organisation du travail ne soit pas régie par un principe d'efficacité? Alors c'est effectivement très paradoxal, parce qu'il est évident, pour des raisons théoriques, mais aussi pratiques, tout à fait claires, que si on écoute, si on profite, si on est un employeur et qu'on profite de l'intelligence des salariés, de la connaissance concrète qu'ils ont du terrain, des clients, des machines, voilà, de leur travail réel au quotidien, si on les écoute sur ce travail réel et qu'on en tire des leçons pour l'organiser, il est évident que ça va être plus efficace, qu'on va mieux satisfaire les clients, qu'on va mieux protéger la santé des salariés qui vont pouvoir se sentir acteurs, développer leurs compétences. Donc, a priori, on pourrait dire que c'est gagnant-gagnant. C'est gagnant pour les salariés, c'est gagnant pour l'entreprise. En pratique, ce n'est pas du tout ce qu'on observe. En pratique, et d'ailleurs, il y a beaucoup de consultants ou d'ergonomes qui font des interventions dans les entreprises, appelés par un dirigeant qui se rend compte que le système, je commande et je contrôle et je n'écoute pas les salariés, ça a des limites, ça crée de l'absentéisme, ça crée de la démotivation, de la frustration. Bon. Donc il y a parfois des managers qui appellent des consultants ou des ergonomes pour leur dire j'aimerais bien avoir un système d'organisation un peu plus souple, qui donne davantage d'autonomie aux équipes, qui soit moins dépendant d'une prescription descendante. Bon. Donc les ergonomes, les consultants spécialisés dans ces questions-là, d'organisation participative, mettent en place des systèmes qui, le plus souvent, fonctionnent bien, donnent des gains d'efficacité, des gains de productivité, une amélioration de la motivation, de la qualité de vie au travail, une baisse de l'absentéisme. Simplement, quand ces managers s'en vont, ils sont mutés, ils partent à la retraite, enfin, voilà, les gens bougent. Dans 9 cas sur 10, l'organisation, le successeur ramène l'organisation dans les normes qu'il connaît, qu'il a appris à l'école de management ou que les collègues mettent en place. Et il y a vraiment une force de rappel extrêmement forte qui tient non seulement à l'enseignement dans les écoles de management, aux habitudes professionnelles qu'ont les managers, les dirigeants d'entreprise, mais plus profondément à la peur de perdre le contrôle. Le syndicalisme, il est aussi au cœur de la réflexion de l'ouvrage. Est-ce qu'il peut encore être le moteur d'une démocratisation du travail alors qu'on voit bien que les taux de syndicalisation baissent au cours des ans? Qu'est-ce que vous avez observé lors de vos Alors, échanges? les taux de syndicalisation ont beaucoup baissé dans les années 80-90, ils sont à peu près stabilisés. Bon, ils sont relativement faibles par rapport à d'autres pays européens, mais ils sont aux alentours on a à peu près 10% de salariés syndiqués depuis pas mal d'années. Non, ce qui est le gros problème, c'est pas tant le faible nombre de syndiqués, c'est le fait que les syndicats, ils ont une large audience auprès des salariés, ils ont une capacité de mobilisation. On l'a vu lors de la réforme des retraites récemment, ils avaient mobilisé des millions de salariés dans la rue. La difficulté que les syndicats rencontrent pour prendre en charge cette question de la quête de sens du travail et mobiliser à partir de la quête de sens du travail, qui est une aspiration très profonde de beaucoup de salariés, c'est qu'ils ne sont pas habitués à le faire. Ce n'est pas dans leur registre d'action et de revendication habituel. Les syndicats sont habitués et formés à négocier et à revendiquer sur les salaires, l'emploi, éventuellement les conditions de travail, mais pas l'organisation du travail. Alors là, il faut toucher vraiment à des questions très concrètes d'organisation. Qui fait quoi, pourquoi, comment. Et ça, les syndicats ne sont pas du tout équipés pour le faire. Pour construire des revendications sur l'organisation du travail, la première chose qu'il faut faire, c'est aller demander aux salariés comment vous travaillez, comment vous pensez que vous pourriez mieux travailler, qu'est-ce qui vous manque dans votre travail, quels sont les problèmes et comment on pourrait les résoudre. Ça demande des enquêtes, des entretiens, des investigations auprès des salariés. Or, les syndicalistes ne sont pas du tout habitués à faire ça. Au mieux, ils font des tournées pour recueillir les plaintes, mais pas pour questionner sur l'organisation du travail. Les plaintes, souvent, ça va concerner
le harcèlement moral, une prime qui n'a pas été donnée, des problèmes individuels, mais rarement, ou quasiment jamais, des problèmes d'organisation du travail, parce que les salariés, y compris parce que les salariés ne considèrent pas que les syndicats vont s'intéresser à ces questions-là. Donc on a une espèce de cercle vicieux. Alors les salariés sont très demandeurs de pouvoir s'exprimer sur leur travail, mais ils ne pensent pas que les syndicats sont là pour ça, et les syndicats eux-mêmes ne pensent pas qu'ils sont là pour ça. Et donc du coup, on a un blocage et une incapacité des syndicats, pour l'instant, à répondre à cette aspiration des salariés. Alors ça commence un peu à changer, puisqu'il y a des syndicats qui s'en sont rendus compte, malgré tout. La CGT, la CFDT, Solidaire, se sont bien rendus compte, la FSU se sont bien rendus compte que les salariés avaient des aspirations à travailler mieux. Et certains syndicats réfléchissent à comment former leurs militants pour répondre à cette demande. Mais ça reste encore embryonnaire et contesté à l'intérieur même des syndicats. Tout le monde n'est pas d'accord pour faire ça. Sur la marche à suivre. Donc il y a un enjeu de renouvellement aussi de la part des syndicats. Alors pour conclure, Thomas, il nous reste quelques secondes. Comme le veut la tradition de l'émission, est-ce que vous pouvez nous conseiller 3 ouvrages pour prolonger la réflexion ? Oui, alors il y a l'ouvrage coordonné par Bruno Palier, qui est Que sait-on du travail, qui est un gros pavé, mais avec des petits chapitres très courts faits par des chercheurs et qui ont fait le travail de synthétiser de façon très, très compréhensible leur savoir. Donc ça, c'est vraiment une somme que je recommande à toutes les personnes. Que sait-on du savoir aux presses de Sciences Po. Il y a le livre de Marianne Dujarrier sur le management des incarnés, qui décrit très bien justement la façon dont est organisé le travail aujourd'hui, le rôle des cabinets de consultants en particulier, et le fait qu'ils planent complètement au-dessus du travail réel. Et puis le livre de mon collègue Alexis Cuquier sur le travail démocratique. C'est un livre très important paru au PUF, qui se livre à une réflexion profonde sur d'abord la nature démocratique ou pas du travail, et qu'est-ce que ça voudrait dire un travail démocratique, et comment les stratégies pour démocratiser le travail. Thomas, merci beaucoup d'avoir répondu à mon invitation. Donc, Manifeste pour une démocratie du travail, un ouvrage collectif qui est disponible aux éditions La Dispute. Je vous remercie d'avoir suivi cet épisode de Période d'essai et je vous dis à la prochaine fois.